commencer avec vous, Geoffroy Boucaud, chez Valeo. On a entendu la vision finalement de Frédéric Pichard sur la mobilité de demain. Vous, dans votre esprit, comment vous voyez cette mobilité décarbonée en 2035, même si je soupçonne Frédéric de s'être un peu inspiré évidemment de vos travaux? Merci, bonjour, merci pour votre invitation. Commençons déjà par un petit moment. Alors j'aurais bien aimé négocier la date, parce que 2035, en fait, par rapport à l'image qui a été donnée, c'est un peu tôt. Pour vous donner une idée, des véhicules qu'on est en train de développer aujourd'hui, des technologies dont je parlerai, on est en 2023, ils arriveront probablement autour de 2028. Et donc 2035, ça voudra dire que ce sont des véhicules qui formeront une grosse partie de ce qu'on verra effectivement, mais qui auront 7 ans. Donc le temps long, je parle des véhicules automobiles, d'autres parleront d'autres types de véhicules, c'est important de l'avoir en tête. Juste une petite question, parce que Frédéric nous dit il peut y avoir des ruptures technologiques qui nous tombent dessus comme ça. Est-ce que ça peut vraiment nous tomber dessus comme ça? Ou est-ce qu'on peut dire que raisonnablement, à l'horizon de 10-15 ans, on est quasiment certain des technologies qu'on aura à disposition? On n'est jamais certain des technologies, c'est la beauté de la R&D et de l'intelligence que tout un chacun ici ont contribué à faire. Néanmoins, après, quand on parle de mobilité, on parle de développement sûr, on parle de développement abordable, donc il y a beaucoup d'intelligence qui, au-delà du développement technologique, contribue simplement à la mettre sur des véhicules qui roulent pour de vrai, qui roulent sous la pluie, parce qu'il me semble qu'en Italie, de temps en temps, il pleut, pas tout le temps, qui roulent également pendant longtemps, qu'on doit pouvoir réparer. Donc voilà, il y a toute cette réalité qu'on s'attache à transformer aujourd'hui. Et peut-être un mot donc, sur cette mobilité, très rapidement, je pense qu'elle sera beaucoup plus sûre, ça c'est certain. Avec le développement de l'intelligence artificielle, avec le développement ce qu'on appelle les aides à la conduite, alors on parle de niveau 4 et 5 ici, ne serait-ce que le niveau 3 qui permettra déjà de confier à la voiture de pouvoir se déplacer toute seule sur autoroute, c'est une réalité d'aujourd'hui. Donc je vous laisse imaginer dans 10 ans la généralisation de ce type de technologie. Un mot également sur le côté vertueux, très rapidement, et puis je laisserai la parole. L'environnement, évidemment. La voiture électrique, c'est une réalité. On développe aujourd'hui des voitures électriques qui sont de plus en plus efficaces et de plus en plus abordables. C'est un point important. Et puis le dernier, c'est que c'est une multimodalité, c'est ce qui a été présenté aussi dans la belle histoire de tout à l'heure. La voiture en tant que telle, certes, mais même chez Valeo, on ne parle plus de voiture, on ne parle plus d'automobile, on parle de mobilité, on raisonne en passagers, kilomètres transportés, même chez nous. Parce qu'en fait, on développe des technologies pour des vélos électriques, pour des 2 roues, des 3 roues, et qui sont des innovations locales. Je n'ai pas de doute que la région de Turin aura développé des technologies très spécifiques de mobilité qui seront adaptées à leur environnement. Et c'est la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui quand on développe le tuk-tuk électrique en partenariat avec le gouvernement égyptien pour le Caire, pour décongestionner le Caire, ou alors en Inde. Ce sont des technologies qui seront aussi très locales. Alors, Philippe Chin, Vercors, vous ouvrirez votre première Gigafactory à l'horizon 2025 à Dunkerque. Sur cette problématique des batteries, alors je vous pose un peu la même question, c'est-à-dire est-ce que l'histoire est écrite quand même pour les 10-15 prochaines années, ou bien est-ce qu'on peut avoir encore des ruptures technologiques importantes avec éventuellement même des technologies radicalement différentes de celles qu'on utilise aujourd'hui? Alors, comme le disait Geoffroy, on ne sait pas. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que la mobilité de demain a besoin de batteries aujourd'hui. Et c'est ce qu'on est en train de faire en construisant ces usines, ces fameuses gigafactories. Donc la technologie des batteries lithium-ion a beaucoup évolué ces 10-15 dernières années. On parlait tout à l'heure de l'amélioration d'efficacité d'un facteur 10 pour les piles à combustible d'ici 2035. Pour les batteries, c'est derrière nous. C'est-à-dire c'est ce qui s'est passé dans les 10 à 15 dernières années. Donc aujourd'hui, le produit lui-même, la batterie lithium-ion, elle est dans un état de technologie très avancé, très stabilisé, dans lequel on observe beaucoup d'améliorations incrémentales, et puis dont on parle aussi quelquefois de ruptures technologiques, mais plus tard. On parle de batteries tout solides, par exemple, dans beaucoup de variantes possibles, mais dont aucune sont réellement disponibles aujourd'hui. Mais est-ce que ça pourrait coûter beaucoup moins cher et être beaucoup plus autonome, enfin beaucoup plus longtemps? Est-ce que ça pourrait remplacer les batteries d'aujourd'hui?
En fait, le plus probable, c'est que les technologies d'aujourd'hui vont se développer tellement vite et on va installer tellement de capacités industrielles pour les fabriquer que c'est celles-ci qui continueront de représenter l'essentiel dans les 10 à 15 prochaines années, donc d'ici 2035. D'ici à 2035, il est fort probable que de nouvelles technologies seront apparues et elles seront probablement en phase de qualification, de démonstration de fiabilité, comme le disait Geoffrey. Et donc, elles n'auront pas encore remplacé les technologies actuelles. J'ai quand même une question à vous poser, mais je vous la poserai à tous. C'est-à-dire que quand on parle des nouvelles mobilités, est-ce que vous pensez que on va se déplacer demain parce que ce qui est intéressant dans le scénario qu'a présenté Frédéric, c'est qu'en fait, en termes de moyens, c'est révolution complète. Et en termes d'usage, la journée de la petite Charlotte, elle gagne un peu de temps par rapport à aujourd'hui, mais elle ne fait pas fondamentalement des choses. Ce qu'elle fait est possible, on peut le faire aujourd'hui. On peut avoir une réunion à Paris le matin, prendre l'avion pour Milan, passer sa soirée à la magnifique villa Serbelloni. Est-ce que vous pensez que fondamentalement, on va se déplacer moins demain, ou est-ce qu'on va se déplacer autant qu'aujourd'hui? Est-ce qu'on rentre finalement dans un monde de moindre mobilité peut-être, ou pas? Ou c'est pas quelque chose qui vous effleure l'esprit? Alors, je vais juste apporter ma contribution. Je crois que vous avez une autre table ronde sur les usages, justement. Ouais. On a vu, par exemple, pendant le Covid, qu'on était capable de remplacer des déplacements par plein d'autres choses. Ouais. Mais surtout, ce qu'on voit, et c'est aussi le cas dans l'histoire, c'est que les modes de déplacement ont changé. Et on se déplace plus ou moins, mais on se déplace moins vite, on se déplace plus en groupe, on se déplace de façon partagée, on se déplace que quand c'est nécessaire. Donc, c'est plutôt ça qui va évoluer, à mon avis. Alors justement, je vais vous passer la parole, Alexandre Gallo, parce qu'on dit toujours une bonne équipe de foot, c'est celle qui fait plus courir le ballon que les joueurs. Et là, on se dit finalement, la bonne mobilité de demain, c'est peut-être les humains qui vont peut-être un peu moins bouger, mais du coup, les objets qui vont peut-être bouger, eux, un peu plus. Vous êtes PDG de DB Cargo France, Deutsche Cargo. Bon, le fret ferroviaire, c'est quand même un sujet sur lequel on a beaucoup d'espoir depuis longtemps. Et puis on se dit, bon, est-ce que ça va prendre quand même en France l'ampleur qu'on espère tous? Alors, tout d'abord, 2035, c'est déjà tard pour nous, parce qu'on est déjà sur la voie de la décarbonation. Et puis, la petite Charlotte, comme vous dites, Emmanuel, elle aurait pu déjà décarboner en prenant le train entre Paris et Milan. Et parce que ça existe mais déjà. Vous avez vu, elle prend un avion avec un carburant spécifique. Oui, et pourtant, aujourd'hui, les trains roulent à l'électricité entre Paris et Milan, et tous les jours et plusieurs fois par jour. Alors, le fret ferroviaire, oui, il a décliné pendant longtemps en France, mais est de nouveau en croissance, puisque entre 2020 et 2021, on attend les données 2022, mais on a repris 1,1 point de part de marché dans le transport de marchandises. On est passé de 9,6 à 10,7, donc ce qui est encourageant. Alors, vous avez noté les difficultés. Effectivement, la principale difficulté aujourd'hui, c'est la capacité du réseau. Je pense que mon collègue Franck Laferté reviendra sur le sujet pour SNCF Réseau. Le fonctionnement du réseau et sa performance, et puis l'adaptation de la chaîne logistique pour des clients, parce que faire du fret ferroviaire, ça demande quand même certaines compétences en interne. Mais si on simplifie un petit peu aujourd'hui les deux sujets qui fâchent, c'est le prix de l'énergie, puisque l'énergie a doublé. Pour vous donner un ordre d'idée, avant l'année dernière, le prix de l'énergie sur un train, c'était à peu près 9% du prix total du train. Aujourd'hui, c'est 25%, parce que l'énergie a décuplé sa valeur depuis 3 ans. Et puis, c'est l'investissement sur le réseau. Le réseau, aujourd'hui, est un réseau qui est vieillissant en France, 28 ans d'âge moyen sur les rails, contre entre 15 et 17 ans sur une moyenne des pays européens et voisins. Donc, ce sont des vrais freins aujourd'hui au développement. Mais je dirais que les nouvelles technologies peuvent nous apporter beaucoup d'espoir. D'abord, les systèmes de circulation européens, on appelle le RTMS, qui permettra une très bonne connexion européenne, et puis une accélération de la cadence sur les trains, et puis le coupling digital automatique, ce qui permet d'accoupler les wagons directement, automatiquement, sans intervention humaine, gain de sécurité, gain de temps et digitalisation du process. Alors ça, c'est pour la pure circulation des trains, parce qu'en même temps, il y a aussi
j'allais dire, toutes les problématiques de dernier kilomètre, j'ai envie de dire. Et ça se passe comment ? Le dernier kilomètre, aujourd'hui, il est fait en camion et il restera en camion, parce que le ferroviaire ne peut pas aller jusqu'au client, bien entendu. La flotte camion en France, hein, c'est 617 000 camions et 307 000 poids lourds, hein, dernier recensement. Et c'est là où il y a un vrai effort à faire, parce que 4 poids lourds sur 10 aujourd'hui en moins de 4 ans, ça veut dire que le renouvellement de la flotte, il va être long, il va être coûteux. 98% aujourd'hui roulent au diesel, 53% ont la vignette critère 2. Et comme les ZFE se développent, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, il va falloir que les industriels, il va falloir que les transporteurs fassent beaucoup d'efforts. Alors nous, on n'oppose pas, hein, le transport routier au mode ferroviaire, parce que le mode routier a une flexibilité et offre beaucoup de garanties pour le client. Mais on est quand même, nous, aujourd'hui, on doit agir de concert avec le transport routier pour pouvoir décarboner l'ensemble de la chaîne. Nous, on est déjà un facteur de décarbonation pour un grand nombre de nos clients. Les transporteurs routiers peuvent également apporter cette décarbonation, mais le mur d'investissement qui est devant eux va être quand même important. Luc Laroche, la SNCF est porteuse, effectivement, de beaucoup de responsabilités dans le système, elle est au cœur de toutes les mobilités qu'on envisage demain, incontournables. Je rappelle juste les chiffres quand même, parce que c'est des chiffres impressionnants. Chaque jour, la SNCF, c'est 15 000 trains commerciaux, 5 millions de voyageurs, 250 000 tonnes de marchandises. Comment vous projetez vos services à l'horizon 2035, puisque c'est l'horizon qu'on s'est fixé? Merci beaucoup. J'ai envie de dire deux choses. La première, c'est qu'en 2035, quand quelqu'un se promènera le long d'une voie ferrée et verra passer un train, il aura quand même fondamentalement la même tête, ce train, que celui de 2023. Et pourtant, à l'intérieur, il y aura énormément de choses qui auront changé. Parce que le train, il sera décarboné, il sera digitalisé. Alors, ça veut tout dire et rien dire, je vais revenir sur digitalisé. Et il sera plus connecté aux autres modes de transport, notamment pour mieux réussir le bout en bout, qui est une des difficultés du ferroviaire. Mais d'abord, il gardera les atouts du ferroviaire. Les atouts du ferroviaire, ils sont assez simples. Il y a des rails, et ce sont des convois qui sont longs, en tout cas qui sont plus longs que larges. Et ça va le rester. On va garder des rails parce que ça assure la sécurité, et puis le contact fer-fer assure une excellence en termes d'énergie, de consommation énergétique. De même que le fait d'avoir des convois longs, c'est bon d'un point de vue énergétique, puisqu'en termes d'aérodynamique, c'est parfait. Et ça permet d'avoir beaucoup de capacité d'emport. C'est-à-dire que le train permet d'emmener beaucoup de monde ou beaucoup de marchandises, d'ailleurs sur une surface qui est relativement restreinte. Donc l'emprise au sol du ferroviaire, d'ailleurs qui n'est pas goudronné, est quelque chose qui est bon en soi. Donc tous ces atouts du ferroviaire, on les gardera en 2035. Et pour autant, le train aura beaucoup changé. Le train et le système. Il sera décarboné, vous l'avez dit, et ça relativement rapidement. On travaille sur des trains à batterie et sur des trains hydrogène pour sortir du diesel. Alors, le train est déjà beaucoup décarboné. Dès qu'on a un train électrique, à condition que l'électricité elle-même soit verte, le train est beaucoup décarboné. Mais les trains diesel, ils vont disparaître petit à petit. Et on estime qu'ils vont être remplacés à 40% par du train à hydrogène et à 60% par du train à batterie. Le train hydrogène, c'est quand il faut aller loin et qu'il faut tirer beaucoup de masse, quand le train est lourd. Là, on a besoin d'hydrogène. En revanche, quand on a des trains qui sont moins longs, moins lourds, là, on pense que la batterie est préférable. La batterie, aujourd'hui, elle a une autonomie de 80 km sur les trains qu'on va avoir d'ici 1 an et demi. On espère, à horizon 2035, avoir une autonomie de 200 km. Donc, moyennant un peu de caténaire de temps en temps, ça permet d'aller loin avec du train à batterie. Donc, le train, il va être d'abord décarboné. Après, il va être connecté, c'est ce que j'ai dit. Et là, il y a un vrai travail à faire sur le bout en bout, sur le lien avec les autres modes. Enfin, chacun d'entre nous
même les cheminots, de temps en temps, quand on prend le train, on se dit c'est compliqué. Quand on veut arriver à l'autre bout, on se dit c'est cher de louer une voiture. Le taxi, c'est pas terrible. Enfin bon, on a tout ce travail à mener. Et puis il faut que la gare soit pas au milieu de nulle part non plus, vous voyez. Ou alors il faut qu'elle soit bien reliée au centre-ville. Sachant qu'on ne va pas même forcément dans le centre-ville. Donc on a tout ce travail-là qui est repenser sans doute le bout en bout d'ici 2035. Et ça s'accompagnera certainement de nombreux services supplémentaires. À quoi vous pensez quand même, si vous avez déjà quelques pistes Ouais, alors les services, c'est avant, pendant, après le transport lui-même. Avant, il y a toute la préparation du voyage. Ouais. Donc le ticketing, la capacité à prendre une réservation pour l'ensemble des modes de transport qu'on va utiliser. Ça, c'est des choses qui se lancent. Hein. Le ministre lui-même en a parlé il y a pas très longtemps. Et ça, c'est quand même un élément de simplification du service pour tous les gens qui ont des difficultés pour accéder au train lui-même. On a déjà des services Accès Plus, des choses comme ça à la SNCF. Ça va se renforcer. Des services pendant le trajet lui-même. Déjà, dans des TGV, on voit plus de monde passer qu'on ne voyait il y a 5 ou 10 ans. Et puis du service après, on n'espère pas trop après, parce que normalement il n'y a pas trop besoin, mais parfois il y a besoin de service après-vente. Donc voilà, tout un tas de services, du service à la personne, de la présence humaine, tout ça, on pense que ça va se développer parce qu'on a fait des progrès, notamment sur la façon d'exploiter, la base de l'exploitation, qui sera plus efficace et qui nous permettra de déployer plus de services. En tout cas, c'est une vision qu'on a à ce stade, à 2035. Merci. Donc, juste le petit point sur la décarbonation, la digitalisation. Je rentrerai pas dans tous les détails, mais le point qui est important, c'est la fréquence. Réussir à avoir plus de trains sur une même infrastructure, réussir à offrir plus de fréquences aux clients. Et tout un tas de systèmes, le RTMS qui a été cité tout à l'heure, des aides à la conduite, tout ça, ça permet de mettre plus de trains. Par exemple, Paris-Lyon, aujourd'hui, il y a 13 sillons par sens et par heure. Avec les systèmes de digitalisation, on peut monter à 18 ou 19. Alors, sillon, c'est train. Hein. Donc, on peut passer 13 à 19 trains avec la même voie, rien qu'avec de la digitalisation. Et puis, des tas d'autres exemples de digitalisation. On y reviendra plus en détail dans la troisième table ronde. Alors, Benoît Ranini, là, on a beaucoup pensé technologie, innovation, mais tout ça se fait dans un cadre réglementaire européen qui est quand même... allez, je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais de contraignant, de complexe. Il faut aussi en tenir compte et évidemment, je pense à l'arrêt des moteurs thermiques prévu pour le moment en 2035, mais on sait plus trop en fait. Avant de parler de 2035 et de la réglementation, je reviens à Charlotte. Parce qu'en fait, Charlotte, c'est vrai... Ah, c'est vous le dîner. Charlotte, en fait, il faut avoir deux choses en tête. Charlotte représente à peu près 0,0001% de la population mondiale. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, fonctionnellement... C'est celle qui nous fait rêver, Benoît. Ouais, mais c'est que 0,0001% de la population mondiale. Deuxièmement, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que fonctionnellement, ce qu'utilise Charlotte, ça existe déjà. Sauf que c'est green. Oui, absolument. Mais... le sujet aujourd'hui de la mobilité, qui est un sujet qui date depuis que l'homme existe. Depuis que l'homme existe, si on fait un retour, 100 ans en arrière, 1920. 1920, nous sommes 2 milliards de terriens. Le PIB mondial tourne autour de, 2000 milliards de dollars. Un citoyen, par jour, fait 5 kilomètres. Il le fait comment ? À pied. 100 ans plus tard, on fait à peu près 7 milliards, un peu plus ou un peu moins, on ne sait plus bien, de citoyens. Le monde tourne autour à un PIB autour de 80 000 milliards. Et le citoyen fait 100 km par jour. Essentiellement en voiture. Ces 100 ans-là, l'homme a vécu des ruptures technologiques de très grande importance, qui ont permis de faire 3 choses. Aller plus loin, aller plus vite, aller moins cher. Ça aurait pu continuer comme ça pendant 1000 ans. Sauf qu'il y a un truc qui a débarqué, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on a appelé ça l'émission carbone. Et là, on s'est aperçu, ça alors, le transport pèse 25% de l'émission carbone mondiale. Alors, c'est pas mal, c'est quasiment la Chine, qui est le plus gros émetteur. Mais
il n'en reste pas moins que, oui, on doit régler le problème de l'émission carbone avec le transport. Mais le vrai sujet, c'est que le monde va continuer à grossir. Le transport va continuer à se développer. Le transport, la mobilité, c'est le sang du monde. Plus votre humain grandit, plus il y a besoin de sang. Donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir en tête que les évolutions technologiques qu'on va devoir avoir demain sont des technologies qui vont continuer à devoir aller plus vite, plus loin, moins cher. On parlait du coût d'énergie. Donc, vous ne croyez pas à la moindre mobilité? Pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Quand on sera 10 milliards, on va être bientôt 10 milliards. Je veux dire, le syndrome du titi parisien qui pense à sa mobilité verte à Paris. C'est très intéressant. Ça s'appelle un bobo parisien. Maintenant. Voilà. Mais le titi, c'était justement en 1920. La réalité du monde, c'est que dans les 50 prochaines années, il y a 3 milliards de terriens qui arrivent. Ou 70 prochaines années, 3 milliards de terriens. Ces 3 milliards de terriens vont avoir besoin de manger, de se déplacer, de travailler. Mais d'ailleurs, Benoît, quand on regarde les prévisions faites par l'ONU sur le nombre de kilomètres d'autoroutes qu'on va continuer à construire au cours des prochaines années, c'est quand même assez spectaculaire. Donc je reviens... Bon, vous avez... Non, mais ce sera votre deuxième question. Vous avez épuisé votre temps de parole. D'accord. On reviendra sur les aspects réglementaires dans votre deuxième question. Deuxième tour. Geoffroy Boucaud, la question qu'on se pose quand même alors, au milieu de ces réglementations nouvelles et du bouleversement technologique qui provoque aussi des bouleversements de rapports de force entre pays. On se dit quand même sur les technologies électriques, la Chine, elle a quand même de l'avance. Et vous voyez venir ma question qui est c'est quoi l'avenir de notre industrie automobile? Vous, Valeo, est-ce que vous êtes quand même un des champions de la voiture thermique avec tout ce qui va avec? Est-ce que vous allez rester parce que c'est important aussi pour les filières européennes. Tout à l'heure, Frédéric a été très optimiste sur l'industrie européenne. Est-ce que, en gros, vous allez avoir votre place dans ce monde de la voiture électrique? Absolument. Et je vais commencer par donner quelques chiffres. Le premier, c'est l'anticipation. C'est pas nouveau en fait ce qu'on se raconte. Chez Valeo, on a commencé à s'intéresser et à faire des choix drastiques en fait d'innovation, de recherche, de priorisation de ce sur quoi on devait travailler il y a plus de 15 ans. Il y a 15 ans, on a dit ce sera les enjeux qui seront les plus importants. C'est une mobilité qui est plus sûre, d'où les développements dans les aides à la conduite et le véhicule de plus en plus autonome, j'y reviendrai. Et le deuxième, c'est le véhicule qui doit chasser les émissions de CO2. Donc ça, c'était au cœur de ce qu'on a fait. On a arrêté tout le reste. Donc quand vous dites qu'on est un leader dans le véhicule à combustion, c'est exact, mais on est aussi et surtout aujourd'hui le leader mondial sur le véhicule électrique, des technologies, qu'il s'agisse du moteur électrique, qu'il s'agisse alors on rentre un peu dans la technique là, mais de l'inverteur, qu'il s'agisse des on-board chargers, toutes les technologies qui sont autour du groupe motopropulseur, mais du moteur électrique de la voiture. Donc ça, on est bien déterminé à continuer à se développer, mais c'est pas nouveau. Donc aujourd'hui, ce que vous voyez dans les voitures là, c'est le résultat des travaux qui sont menés il y a déjà 5-6 ans. Et en réalité, on va continuer. Et là, on a un certain nombre de programmes extrêmement disruptifs, parfois en partenariat, et de toute façon dans le monde entier. Est-ce que vous allez, par exemple, sur les taxis volants dont nous parlait Frédéric, ou est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez ou pas? Alors, on a, je vous disais tout à l'heure, des réflexions sur, en gros, tout ce qui bouge, que ce soit pour bouger des objets, donc le cargo, par exemple, ou que ce soit pour bouger des gens. On a des limites aujourd'hui qui sont liées à notre taille, la focalisation. On souhaite vraiment être les plus efficaces possibles et les meilleurs, les plus performants sur ce qu'on doit faire. Et on a déjà un très très gros programme de travail, je vous rassure, pour développer le software de véhicules autonomes. On a aujourd'hui 8000 personnes qui travaillent là-dedans chez Valeo en termes d'ingénieurs R&D. Sur le véhicule électrique, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, chaque point du véhicule électrique d'efficacité au niveau du moteur, c'est 100 €. En gros, 1% d'efficacité, c'est 100 €. C'est donc une vingtaine de kilomètres de plus qu'on est capable de travailler. Donc, toutes nos équipes, on va dire sur la partie thermique et powertrain du véhicule, on doit avoir une quinzaine de milliers. Au total, ça fait 23 000 ingénieurs qui travaillent d'arrache-pied déjà pour faire ce que la mobilité de demain soit bien meilleure et bien plus efficace. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. Alors, évidemment, il y a quelques explorations dans d'autres sujets, mais là, vraiment, l'important, c'est dans cette compétition mondiale qui est extrêmement sévère, extrêmement forte, il faut pouvoir se focaliser, être capable de développer la meilleure technologie,
la plus sûre possible, j'insiste, la plus abordable possible, parce que c'est le rôle d'un tier one comme nous. C'est quoi? C'est en fait, c'est de prendre une technologie, d'être capable de la rendre sûre, la rendre sustainable et la rendre la plus abordable possible. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Et donc on n'a pas d'autre choix que de continuer à innover de façon ouverte et innover en interne aussi avec nos équipes. Philippe Chin, je rappelle que vous êtes cofondateur de Verkor. Alors c'est un peu la même question, hein. On s'inquiète pour les filières européennes, et c'est notamment le cas pour les batteries. On se dit, est-ce qu'on va être capable un jour de rivaliser avec la Chine? Et puis avec cette inquiétude surtout qui est, nous, nos constructeurs européens, ils ont fait le choix d'une mobilité électrique très chère quand même, avec des véhicules assez coûteux. Les Chinois ont fait le choix d'une gamme extrêmement large, y compris des véhicules plutôt bon marché. Donc on se dit, est-ce que dans les batteries, on va être capable de les concurrencer? Et comme la batterie, c'est quand même une grosse partie du coût de la voiture, est-ce qu'on va être capable en Europe de produire des véhicules électriques compétitifs avec des batteries compétitives? Oui, on va être capable. L'enjeu, c'est effectivement la compétitivité de l'industrie de la batterie en Europe. Et donc ça repose sur plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est l'efficacité, c'est l'efficience et l'efficacité de cette industrie. Donc c'est ça l'enjeu, c'est pour ça qu'on crée en ce moment une industrie de la batterie en Europe avec Verkor et avec beaucoup d'autres projets. C'est pour aller dans l'excellence du manufacturing des batteries, à travers des process beaucoup plus efficaces, à travers de la digitalisation, de l'intelligence artificielle, à tous les niveaux, et à travers un passage à l'échelle, puisque c'est pour ça qu'on parle de gigafactory. Premier sujet, l'efficience. Deuxième sujet, effectivement, la réglementation. Soyons clairs, la Chine, les États-Unis font du protectionnisme. Donc l'Europe ne peut pas rester le seul naïf dans l'histoire. Donc oui, la réglementation doit nous aider. L'enjeu, c'est celui de la souveraineté industrielle de l'Europe sur le sujet des batteries et sur d'autres sujets. Donc clairement, oui, il y a besoin d'un cadre réglementaire qui protège le développement de cette industrie. Et le troisième sujet, c'est le prix de l'énergie, qui est un grand sujet en ce moment, notamment par sa volatilité. Donc la réponse, en fait, c'est la sécurisation à long terme de contrats d'énergie. Construire des batteries, ça demande beaucoup d'énergie sous plusieurs formes. Et donc l'enjeu pour nous et pour sécuriser notre compétitivité, c'est de sécuriser notre approvisionnement en énergie à long terme. Dans le cas de Verkor, l'usine de Dunkerque sera approvisionnée pour la moitié de son énergie par un réseau de vapeur, donc, ce qui récupère de la chaleur fatale des industries environnantes. Il y a une aciérie, une usine d'aluminium, une usine de frites juste à côté de chez nous. Ça nous fait beaucoup rire de récupérer la chaleur des frites. Et grâce à ça, nos procédés, nos fours de séchage en fait, d'électrodes de batterie pourront utiliser cette chaleur. Ça représente la moitié. C'est zéro CO2, c'est de la chaleur fatale. C'est un prix qui ne fluctue pas avec le prix du gaz russe. Et surtout, c'est un contrat à très long terme. L'autre moitié, ça sera des contrats de fourniture long terme d'énergie verte à travers ce qu'on appelle des PPA, des Power Purchase Agreement, quelque chose comme ça. C'est-à-dire des accords long terme avec des fournisseurs d'énergie renouvelable, solaire, éolien en mer. Et enfin, l'accès à une électricité nucléaire décarbonée et stable à long terme. Merci Philippe. Alexandre Gallo chez DB Cargo France, puisqu'on est dans les environnements concurrentiels et que la décarbonation est une problématique majeure. Alors aujourd'hui par rapport au transport routier notamment, mais comment vous anticipez la concurrence finalement de camions qu'on nous annonce décarbonés et qui vont arriver sur le marché? En fait, pour replacer le débat dans son contexte, le transport ferroviaire aujourd'hui de marchandises, c'est 6 fois moins d'énergie à la tonne transportée que le transport routier, 6 fois moins d'énergie. Et donc, en ce moment où l'électricité est chère et elle est plutôt rare, ou elle a été rare en France en tout cas l'hiver dernier, c'est important. Et c'est 9 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça aussi, c'est important à mentionner. Et on a une maturité aujourd'hui qui nous permet d'atteindre ces chiffres. Alors, moi, ce n'est pas tellement comment Charlotte bouge qui m'intéresse, c'est ce que Charlotte consomme. Ouais. Parce que Charlotte, aujourd'hui, elle ne consomme pas
ce qui fait le cœur de notre métier, c'est-à-dire les trains lourds, longs. Charlotte, elle n'achète pas tous les jours 1800 tonnes de granulats pour son jardin ou 1000 tonnes d'acier qui sortent des usines de Dunkerque. Donc, vraiment, l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir accéder à tout ce marché du retail, à tout ce marché de la grande distribution, qui est mal adressé aujourd'hui par le ferroviaire, parce que c'est sur la longue distance que nous avons de la pertinence. Donc, depuis le port du Havre vers Lyon, depuis le port de Fos vers la région parisienne. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mais pour ça, il faut qu'on ait, encore une fois, un réseau qui soit performant et qui nous permette de prendre tous les types de semi-remorques pour qu'un routier ne se pose pas la question de se dire je vais faire 800 km en camion depuis Fos vers Paris. Non, je vais mettre mon camion, ma semi-remorque directement sur un train et puis récupérer 12 heures après ou 10 heures après mon camion, ma semi-remorque à Paris. Et puis je ferai le dernier kilomètre avec un camion propre. À hydrogène, à batterie, à gaz en ce moment, puisque ça se fait beaucoup, les premiers derniers kilomètres se font à gaz. Et puis il y a aussi la connexion avec la logistique urbaine qui est importante, c'est-à-dire que pour pouvoir adresser ce marché de la distribution, ce marché du retail, il faut qu'on puisse avoir accès à des terminaux qui soient proches des grandes zones de distribution et des grandes zones de consommation, du cross-docking, pour que les semi-remorques puissent être déballées directement dans ces entrepôts et ensuite être adressées au client final, à Charlotte, pour ses achats du quotidien. Merci beaucoup. Alors, Luc Laroche, je rappelle que vous êtes directeur du programme innovation du système ferroviaire. Alors, on a beaucoup évoqué, et Benoît le disait finalement, Charlotte, on a plutôt évoqué, vous avez parlé aussi quand même des trains implicitement, vous avez parlé des TGV notamment. Or, il y a une mobilité qui est aussi cruciale. J'aimerais que vous nous en disiez plus sur la façon dont vous voyez vraiment la mobilité du quotidien, hein, c'est-à-dire les trajets, grosso modo, domicile, travail. Comment vous envisagez ces trajets-là dans le futur? Qu'est-ce qui va changer vraiment? Très schématiquement, il y a deux mobilités du quotidien, vu d'un point de vue ferroviaire. Il y a ce qu'on appelle le mass transit, c'est la mobilité du quotidien là où il y a plein de monde, donc Paris, les grandes villes. Et puis, il y a la mobilité du quotidien sur les petites lignes, donc les dessertes plutôt rurales. Et on a des approches pour les deux segments qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Sur la mobilité mass transit, donc là, encore une fois, on a pour objectif, notamment grâce aux nouvelles techno, de réussir à mettre plus de trains. Enfin, typiquement sur Éole, sur la partie ouest d'Éole, quand ça va ouvrir, on va avoir un nouveau système qui s'appelle Nexteo, qui permet de faire passer plus de trains. On pourra faire passer 28 trains dans la partie centrale d'Éole. De même avec Nexteo, quand on rappelez-nous, pour ceux qui ne connaissent pas, Éole, c'est quelle... C'est la ligne E. D'accord. C'est la ligne E. De même, avec des nouveaux systèmes donc digitaux, on peut fluidifier les circulations sur BD, sur le tunnel Châtelet-Gare du Nord. Donc là, il y a de la techno qui permettra de mettre plus de trains, d'avoir plus de fluidité et donc une meilleure capacité d'import et une meilleure qualité de service. Donc ça, c'est le premier point sur le mass transit. Et puis après, il y a toutes les dessertes des petites lignes. Et là, on a des projets que l'on mène avec une idée forte, c'est de repenser en fait le business model de la petite ligne. Aujourd'hui, lancer un train supplémentaire, ça coûte cher, il n'est pas très bien rempli. Donc qu'est-ce qui se passe? On dit, bon, on va regrouper les trains. Donc on avait 4 trains le matin, on en met 2. On avait des trains en milieu de journée, personne on les enlève. Puis on se retrouve avec 2 trains le matin, 2 trains le soir. Puis en fait, comme il n'y a plus de fréquence, les gens ont déjà pris leur voiture. Donc même dans les 2 trains, il n'y a plus personne. Donc on les regroupe, on n'en met plus qu'un. Enfin voilà, vous imaginez ce qui se passe. Donc en fait, on veut prendre le problème complètement autrement. On veut se dire comment est-ce qu'on peut diminuer le coût marginal d'un train supplémentaire. Dire, je lance un train, ça, comme tout existe déjà, est déjà payé en investissement, en fixe, mais en fait, le coût marginal est quasiment nul. Et donc, je peux mettre du train tout le temps, même s'il n'y a pas grand monde à certaines heures. Et donc, on renverse les choses. Pour que les gens puissent prendre le train, il faut qu'ils aient de la fréquence. Même s'ils prennent le train que le matin et que le soir pour rentrer,
bah, le fait de savoir qu'il y a un train à midi, parce que si jamais il y a un problème avec leur enfant à l'école et qu'il faut aller le chercher, bah, c'est rassurant. S'il n'y a pas de train à midi, même si on ne prend pas le train à midi, on prend sa voiture. Donc on veut changer le business model du train. Et pour ça, on travaille à une gamme de trains légers. Donc un train léger innovant qu'on appelle TLI, qui est capable d'aller dans les grandes gares et rentrer dans les grandes agglomérations au milieu des trains de fret, des TGV, etc. Et puis, donc 80 places. Un train moyen type Michelin qu'on appelle Drezy, 30 places, qui lui est plutôt sur un réseau dédié. Et puis, un tout petit module, 10 places, qui fait du rail-route. Donc tout ça, cette gamme-là, elle sera offerte aux autorités organisatrices qui décideront de leur utilisation ou non. Mais avec cette idée-là, c'est-à-dire je diminue le coût avec de l'innovation et ça permet de mettre de la fréquence. Ça, c'est une offre que vous envisagez pour quel horizon? On imagine avoir les premiers, Drezy, la gamme intermédiaire à partir de 2025-2026 et le train léger innovant 2028-2029. D'accord. Alors, Benoît Ranini, venons-en quand même à nos grandes affaires réglementaires, les choix de l'Europe, parce qu'on voit bien que ça structure quand même la compétitivité de nos offres de mobilité. L'Europe et les États-Unis n'ont pas choisi les mêmes stratégies en matière de transformation énergétique. On voit qu'il y a des grands groupes industriels qui se disent, compte tenu de la cherté de l'énergie, je vais peut-être aller produire ailleurs qu'en Europe. Est-ce que ce que vous voyez des choix stratégiques réglementaires européens, ça vous rend plutôt inquiet ou plutôt optimiste? En fait, je ne sais pas si on peut dire inquiet ou optimiste, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, avant de parler de réglementation, avoir une industrie compétitive ou une mobilité compétitive passe par une énergie green pas chère. Donc ça, c'est mandatory. On ne fait pas ça, on est mort. Réglementation par réglementation. Donc maintenant, comment on fait ça? Là, une énergie green pas chère. Eh ben, faut se réveiller, il faut arrêter de penser qu'il faut être contre le nucléaire ou contre ci ou contre ça. Il faut rebooster le nucléaire et puis il faut booster très très vite aussi tout ce qu'on fait actuellement, les énergies alternatives. Et aujourd'hui, on a des champions nationaux avec Total Energy, Engie, etc., qui travaillent là-dessus. Mais on est souvent dans l'autoflagellation en France et en Europe. Et c'est dommage parce qu'on perd du temps. Et le non-alignement entre l'Allemagne et la France, encore une fois, va nous coûter très cher. Donc si on reparle maintenant réglementation, la réglementation européenne, elle va être, j'espère, plus agressive pour nous protéger. Quand on regarde la mobilité de manière 360, on n'est pas au même niveau de fragilité. Si on regarde le fret, ou si par exemple on regarde le maritime, dans le top 5 mondial, on a 3 Européens. CMA CGM, MSC, Marx. Voilà, 4. Et donc, ça, c'est très, très, très important parce que le fret maritime, c'est 70% du fret ou 80% du fret mondial. Donc, si on maîtrise ça, hein, on gagne des guerres parce qu'on maîtrise la logistique. On perd des guerres parce qu'on n'a pas la logistique. Là, vous parlez au niveau européen, global. Européen, mondial. On est d'accord, on ne parle pas des ports français. Non, mais on parle d'acteurs européens qui vont maîtriser les flux internationaux. Et quand ils maîtrisent les flux internationaux, ils vont pouvoir mieux, en tout cas, s'il faut mieux servir l'Europe, on servira mieux l'Europe. À un moment donné, il faut avoir un principe de réalité. Hein, les US, c'est toujours US first. Ben, nous, en Europe, il faut être aussi Europe first. C'est ça aussi, changement de mentalité. Deuxièmement, quand on regarde le ferroviaire, on a des champions européens. On a la Deutsche Bahn, on a la SNCF, donc on a des gros acteurs. On n'a pas besoin tellement de protection. Là où on a de la protection, c'est le routier, c'est l'automobile. Si on ne met pas de la protection, dans 20 ans, il n'y a plus d'industrie automobile. C'est simple. Voilà. Donc maintenant, les commissions européennes, elles doivent travailler là-dessus pour mettre les bonnes barrières, là où ça fait mal, parce que les Chinois y arrivent bien, les Américains y arrivent bien. Donc nous, il faut arrêter de penser qu'on vit dans un monde de bisounours. Donc soit on fait les bonnes barrières, et on va sauvegarder, on va donner du temps à notre industrie européenne automobile de muter, parce que la mutation, elle est colossale, elle demande des investissements colossaux, elle ne va pas être rentable tout de suite. Donc il faut du temps. Et le temps,
on l'aura que grâce à la réglementation. Et grâce à de l'énergie. Cher, pas cher et green. Ouais, là on peut s'inquiéter aussi. Hein. J'ai juste regardé hier par curiosité quand même ce qu'on a été capable de faire dans le passé sur le nucléaire. Bon là, il faut rappeler que Flamanville, une centrale nucléaire, on essaye de la construire depuis 2007. Entre 75 et 85, on a construit 40 tranches nucléaires en France et il s'est coulé 5 ans en moyenne entre le début de la construction et le premier raccordement au réseau. Donc on a été capable de le faire. Ouais, puis après, il y a aussi un vrai sujet de faire des centrales plus petites. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut produire local, consommer local, faire la mobilité locale. Et à côté de ça, pouvoir avoir de l'extension à l'international. Et il y a plein de technologies aujourd'hui, de nouveaux small EPR qui vont sortir rapidement, on l'espère, et ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Voilà pour un petit peu cette première table ronde. Merci à tous.